Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un texte majeur d'Emmanuel Kant, euh, peut-être moins connu que la raison pure, mais essentiel, la critique de la raison pratique. C'était en 1788, Oui, bonjour. alors que la première explorait les limites de ce qu'on peut connaître, celle-ci, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'action, à la pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement. Et surtout comment la raison, toute seule, peut guider nos choix. C'est ça la grande question, non? La raison pure peut-elle être pratique? C'est tout l'enjeu, oui. Montrer que la raison, sans dépendre des désirs, de l'expérience, peut déterminer la volonté. Kant veut fonder la morale sur l'autonomie. L'autonomie et le devoir. Voilà. Et l'ouvrage est assez structuré d'ailleurs. Il y a l'analytique qui pose les bases, les principes. D'accord. Ensuite, la dialectique qui vise le but ultime, le fameux souverain bien. Et puis la méthodologie qui explique comment rendre la loi morale active en nous. Parfait. Commençons par le cœur alors, l'analytique. Comment la raison détermine la volonté? C'est là qu'arrive la fameuse loi morale. Oui. Et Kant la présente de façon un peu surprenante comme un fait de la raison, un factum der Vernunft. Un fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on déduit ou qu'on découvre par l'expérience, c'est une conscience immédiate, indéniable qu'on a de cette loi en nous. Elle est là, quoi. D'accord. Et elle prend la forme de l'impératif catégorique. Agis toujours d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Le test d'universalisation, en gros, est-ce que je peux vouloir que tout le monde fasse comme moi? C'est ça. Et c'est ça le principe d'autonomie. La volonté n'obéit qu'à la loi qu'elle se donne, euh, à condition qu'elle soit universalisable. D'accord. Et la liberté dans tout ça? Elle est liée à cette loi, je crois. Ah oui, c'est un point fondamental et assez fin chez Kant. Il dit que la loi morale est la ratio cognoscendi de la liberté. La raison de connaître. Voilà, c'est parce qu'on est conscient de cette loi, tu dois faire ça, qu'on découvre qu'on est libre, donc tu peux le faire. Inversement, la liberté, c'est la ratio essendi de la loi morale. Sa condition d'existence en quelque sorte. Exactement, sans liberté, pas de morale possible. C'est la base. Je vois, c'est lié. La loi révèle la liberté rend la loi possible. Mais alors, si ce n'est pas l'intérêt ou le plaisir qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse à suivre cette loi, surtout quand elle est exigeante? Très bonne question. Ce n'est pas une motivation ordinaire. Kant dit que la loi morale produit un sentiment très particulier. Le respect. Achtung. Le respect. Mais ce n'est pas une émotion comme les autres. Non, justement. Ce n'est pas pathologique, dit Kant, ça ne vient pas de notre sensibilité. C'est un sentiment produit par la raison. C'est ce qu'on ressent quand la raison nous montre la grandeur de la loi et du coup rabaisse notre amour-propre, nos penchants naturels. Hmm, Et c'est le seul mobile vraiment moral. Agir par respect pour la loi. Pas juste conformément à la loi, mais parce que c'est la loi. d'accord. Donc on a la loi issue de la raison et le respect comme moteur. Mais est-ce que ça suffit? La vertu seule mène-t-elle au bonheur? On voit bien que non, souvent. Comment Kant gère ça dans la dialectique? C'est le problème central de ce qu'il appelle l'antinomie de la raison pratique. D'un côté, la raison cherche le souverain bien, l'union parfaite de la vertu et du bonheur. Le but idéal. Oui. Mais d'un autre côté, l'expérience montre que les gens vertueux ne sont pas toujours heureux, loin de là. Pour résoudre ça, Kant propose les postulats de la raison pratique. Des postulats, c'est-à-dire des choses qu'on doit admettre sans pouvoir les prouver. C'est ça. Des exigences de la raison pratique pour que l'idée du souverain bien ait un sens. Il y en a trois. Premièrement, l'immortalité de l'âme. Pourquoi? Parce que la perfection morale, la sainteté, est exigée mais impossible à atteindre en une vie. Il faut donc postuler une vie après la mort pour un progrès infini vers cette perfection. D'accord. Et les autres? Deuxièmement, la liberté. On l'a déjà vu, elle est la condition de la morale, donc on la postule aussi comme nécessaire pour le souverain bien. Et troisièmement, Dieu. Dieu, Pourquoi? comme garant ultime que, à la fin, le bonheur sera distribué en proportion de la vertu. Il faut une cause suprême, intelligente et juste pour assurer cet accord final. Mais attention, ce sont des objets de foi, rationnels, pas des connaissances théoriques. Je vois. C'est un espoir fondé en raison en quelque sorte. D'ailleurs, Schopenhauer l'a critiqué pour ça, non? Il trouvait que c'était un retour de la recherche du bonheur un peu caché. Tout à fait. Schopenhauer y voyait une concession, un retour à une morale de l'intérêt, même si c'est un intérêt post-mortem. Intéressant. Bon, on a les fondements, on a l'idéal,
Avec ces postulats, reste la question Itium. Comment on fait concrètement? Comment rendre cette loi morale vivante? C'est la méthodologie, c'est ça? C'est ça, la dernière partie. Et là, Kant insiste sur l'importance de présenter la loi morale, le devoir, dans toute sa pureté, Sa pureté, c'est-à-dire sans la mélanger avec des motivations sensibles, comme l'attrait du plaisir, la peur de la punition, ou même la recherche de l'estime des autres. Il faut montrer la loi pour elle-même. et comment on fait ça? Il préconise l'usage d'exemples, mais pas forcément des actes héroïques extraordinaires qui peuvent relever d'un enthousiasme passager. Plutôt des exemples où l'on voit la force du devoir lutter contre les inclinations et l'emporter. Des dilemmes moraux peut-être? Oui, des situations qui montrent la dignité de l'action faite par pur devoir. Il faut cultiver le respect pour la loi elle-même, exercer le jugement moral, par exemple en discutant de cas, pour que la raison devienne subjectivement pratique. En gros, c'est une sorte d'éducation morale, un entraînement. Voilà, un entraînement du caractère pour que la loi morale façonne nos maximes, nos principes d'action. Donc, pour résumer, la critique de la raison pratique établit une morale sur la raison pure, l'autonomie. Elle postule les conditions Dieu, immortalité, pour penser l'accord final vertu-bonheur, et elle propose une méthode pour cultiver en nous le respect du devoir. C'est une excellente synthèse. Et le point central qui traverse tout ça, c'est la notion de personnalité. La personnalité. Oui, au sens de notre statut d'être raisonnable, libre, indépendant des mécanismes de la nature. C'est ça qui fait de nous des fins en soi, des êtres dotés d'une dignité absolue, qui exigent un respect inconditionnel. C'est peut-être ça l'héritage le plus fort de Kant ici. Une dignité qui repose sur notre capacité à nous déterminer nous-mêmes par la loi morale. C'est puissant comme idée. Et ça nous renvoie à la question de savoir si nous prenons cette autonomie, cette dignité, au sérieux dans nos vies. Une belle matière à réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.